attendre. Donc bonsoir à toutes et à tous. Il y a des têtes que je ne connais pas, donc enchantée. On fera connaissance un peu plus tout à l'heure. Il y a des têtes que je connais, ça me fait trop plaisir. Stéphane et moi, on est super contents de reprendre. En fait, la rentrée, pour nous, c'est synonyme de fête. Donc, on vous garde un petit truc en surprise à la fin de la soirée. Restez jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a l'immense joie et l'immense honneur de recevoir Nicolas et Yann. En fait, c'est un coup de cœur du Devox. Et du coup, on les a ramenés. Depuis 4 mois, ils attendent. On attend à la voir depuis 4 mois. Voilà, donc vous allez comprendre très vite pourquoi j'ai beaucoup apprécié cette présentation et que je voulais du coup vous la partager. Comment ça va se passer? Ah ouais, mais sauf que si tu as focus sur nos slides, ça n'a pas marché. Ah, et en plus je vous change vos slides. C'est bon? Donc la séance sera filmée comme ça, donc vous n'êtes pas impacté. Par contre, possiblement on va prendre des photos, toujours de derrière. Est-ce que ça gêne quand même quelqu'un? C'est bon? C'est OK pour vous? Et enfin, une collation sera proposée à la fin. Alors, pizza, bonbons, chips et potentiellement quelque chose après. Qui est intéressé pour rester? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. OK, ça marche. Nos sponsors du moment, un très 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 grand merci à AppSeedTop et à Sensi qui nous ont jamais lâchés, même en période de confinement. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est grâce à eux notamment qu'on a des pizzas ce soir. Et enfin, le sponsor officiel MAM cette année, qui est notre sponsor salle. Et on a le droit à une salle gratuitement tous les mois, donc merci à eux. Ça, c'est les copier-coller. Désolée. Pardon. Le calendrier, il y a une grosse rentrée en septembre. Là, on ne l'a pas encore mis parce que la date était un peu mouvante, mais il y a aussi Tourjug qui fait sa rentrée en octobre. Donc, on ne sait pas si ce sera le 11 ou une autre date, mais en tout cas en octobre, suivez-les. Et eux, je crois que c'est sur Meetup aussi, les inscriptions. Il y a François ce soir. Il y a François qui viendra nous en parler ce soir, François Robert. La FUB Tour qui recommence aussi le 28 septembre avec un sujet autour de React PHP XDebug Rector. Nous, on a essayé de varier un peu les choses pour la fin de l'année. Il y a beaucoup de duos en fin d'année. On aura d'abord Julie Quillet qui va venir nous parler de communication non violente et de feedback constructif et positif dans les équipes de dev. C'est assez sympa par expérience. Le 28 novembre, alors attention, c'est un lundi, contrairement à nos habitudes du mardi. Là, on n'a pas eu trop le choix. C'était soit eux, sans nous. C'est un peu compliqué à organiser. Et le 13 décembre, on a Horatio et Aurélie. De quelle boîte? Horatio, c'est OVH. Un petit cloud provider. Voilà. Qui viendront nous présenter leur fameuse présentation déguisée. Venez. Et si vous avez un déguisement de licorne, n'hésitez pas. Ou autre. Allez, on lance le truc. OK. Ça, c'est nous. N'hésitez pas à nous suivre. Je ne sais pas comment vous avez été au courant pour ce soir, mais on fait de la com sur Twitter. On fait de la surcommunication, sur Twitter. Sur LinkedIn, on essaye d'être un peu partout. Si vous avez des idées de présentations qu'on n'aurait pas encore abordées, qui vous intéressent, c'est toujours la même chose. N'hésitez pas à nous en parler. Si vous avez des idées d'interlocuteurs qui, vous, ont fait un coup de cœur, n'hésitez pas non plus à nous en parler. On n'a pas mis le CFP. Il faudrait qu'on le mette là-dessus la prochaine fois. On a un CFP aussi sous Conference Hall. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu votre pitch aussi. Et toujours, un grand merci à Roxane, qui a été notre créatrice d'identité visuelle. Il est trop classe, ce logo. Du coup, je laisse la main à Yann et Nicolas. Est-ce que si on a des questions, on vous interrompt? Non? D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous déjà. Alors nous, ça fait quelques années qu'on travaille sur des projets IT que globalement on s'est retrouvés plus ou moins volontairement à automatiser des tâches de construction, de déploiement. Quand on avait vraiment de la chance, on avait même un rôle sur la mise en service, pour pas dire la mise en prod, voire même des fois sur le suivi de l'état de ces services une fois qu'ils étaient en production. Depuis beaucoup moins longtemps, on a inventé des métiers, décrit des concepts qui finalement correspondent totalement à notre quotidien. Donc le petit couple là, ça fait un petit paquet d'années qu'on le fréquente. Et comme on a pas mal d'anecdotes sur leur histoire, on va se permettre de revenir un petit peu sur tout ça, sur leur raison d'être et rentrer un petit peu dans leur intimité. Donc au commencement, il y avait du code. Du code, il y en avait un petit peu partout, il y en avait sur des dépôts, il y en avait sur nos machines, il y en avait sur des serveurs,
et encore un peu partout ailleurs, on ne sait pas trop où. Et les projets, ils ont commencé à se structurer. Il y a les librairies qui sont apparues, les dépendances, etc. Tout ça est arrivé. Donc, on va commencer par parler de CI. Donc, CI, intégration continue, je pense que la plupart d'entre vous connaissent et savent ce que c'est. Et ce qu'on a commencé à faire, c'est de builder en continu. On a automatisé, au début on appelait ça l'industrialisation. L'objectif de cette première étape-là, c'était de construire l'applicatif. Alors pourquoi en continu? Parce qu'on le faisait au fil du développement. On a arrêté de le faire à la main une fois de temps en temps, on le faisait au fil des commits, etc. Alors à ce moment-là, on ne parle pas encore de pipeline au sens script, hein. On parle surtout de pipeline au sens étapes qui s'enchaînent. Donc voilà, première étape de la CI, construire en continu. Puis est arrivée l'intégration continue, comme on la connaît un peu plus aujourd'hui. Le nouveau terme intégration est arrivé parce qu'on a commencé à vérifier que notre code et ce qu'on produisait était compatible avec les autres parties du SI et les autres parties des infrastructures. Pareil, on a commencé à automatiser l'ajout des dépendances, l'installation, etc. On a rajouté les tests unitaires pour vérifier que notre code continue à fonctionner avec le temps. On a rajouté de l'analyse de qualité de code, etc. Donc toute cette partie intégration continue, voilà. Le but c'était, en plus de construire l'applicatif, vérifier que les métriques sont bonnes et que le code fonctionne. Bref, pendant des années, pendant quelques années quand même, CI a évolué. On a ajouté de plus en plus de techno, on a géré de plus en plus de choses, on a ajouté des outils, il y a des nouvelles techniques qui sont arrivées, etc. Mais ce qui est important dans le contexte de CI, c'est qu'on reste dans le contexte du développement. Voilà, on reste sur quelque chose d'assez isolé dans le monde du dev. Donc l'objectif de CI, valider le code, les métriques, vérifier que le code fonctionne, et tout ça au fil du développement. Alors côté CD, l'adolescence était un peu plus compliquée. Là, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est une définition, hein. On trouve beaucoup plus de définitions que là, nous, ce qu'on vous a juste dit. Donc on va vous proposer quelque chose. Ce n'est pas forcément une vérité absolue. La première, ce qui a toujours été clair côté CD, c'est qu'un binaire qui était isolé, quelque part, on ne sait même pas trop où, il n'avait pas vraiment de valeur. Donc, il a fallu aller le récupérer, l'assembler, l'étiqueter, on appelle ça taguer dans notre jargon, et le diffuser. Donc, le delivery consistait, de façon un peu simplifiée, à venir faire toutes ces étapes-là. Mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu rapidement aller plus loin, déployer ce binaire. Ça devient rapidement une nouvelle obsession. Et puis en plus, si on vient ajouter ça, l'apport de l'agilité et surtout le développement de ces pratiques-là, les livrables, ils arrivent de plus en plus vite. Donc on ne peut plus se permettre de prendre un mois et demi pour venir faire la partie deployment. Et donc il fallait réagir rapidement à cette production de livrables. Et alors, la troisième étape, qui est celle qui est dans la littérature, qui n'est pas la plus évidente, c'est que, ok, on veut avoir un binaire qui est disponible, mais quand on dit disponible, c'est pas pour jouer avec dans des serveurs de tests, de recettes, ou appelez ça comme vous voulez, mais c'est bien pour être utilisable par des utilisateurs qui rendent un service. Et donc, côté CD, clairement, on a un petit côté un peu plus schizophrène avec la signification du D qui est un peu plus obscure. Mais l'idée, c'est délivrer, déployer, développer, ne pas confondre avec la Reine des Neiges, en continu pour rendre un service qui soit toujours présent et disponible à ses utilisateurs. Donc on a CI qui est dans le monde du développement, on a CD qui est plutôt dans le monde de l'Ops. On sait qu'il n'y a pas les mêmes contraintes, c'est pas les mêmes technologies, c'est pas les mêmes techniques non plus, on ne fait pas exactement les choses de la même façon. Mais ils ont un point commun. Le point commun, c'est le produit. Le but du jeu, malgré tout, c'est créer un produit dans le monde de CI et le mettre à disposition des utilisateurs côté CD. Puis il y a un autre point commun qui est la flemme de refaire tous les trucs à la main tout le temps. Donc voilà, un bon point commun quand même. Et donc, entre l'un qui va passer son temps à vérifier que tout fonctionne et l'autre qui va assembler les briques et pas les assembler, pardon, les transférer et les installer, etc., finalement, leur avenir, il semblait relativement évident. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Donc Yann, à la base, plutôt développeur back-end, toujours à la base plutôt sur des technos PHP, mais nos aventures nous mènent à plein de choses différentes.
Et aujourd'hui, surtout sur des missions qui tournent ça ne veut pas marcher, autour de la partie plutôt DevOps, Docker et ces choses-là. Et du coup, Nico, qui est tech lead à OnePoint, alors on vient de Nantes, hein, tous les deux, plutôt un dev d'origine Java, qui pareil, hein, est rentré dans le DevOps et tout ça. Très couteau suisse. Voilà, il fait un petit peu de tout. Voilà, quand on connaît personne qui fait un truc, on va lui demander, il va se débrouiller. Donc voilà. Donc on vous propose de découvrir la suite de notre petit couple CI/CD ensemble. Alors, on va essayer de ne pas succomber non plus à la mode de la hype, mais leur histoire, on va voir, il y a pas mal de choses où vous devriez retrouver des choses que vous connaissez ou que vous avez déjà entendues. Alors, il y a des projets autour de ces CI/CD, voire les deux ensemble, et il y a plein de questions qui se sont posées lors des premières réalisations, et on doit assez rapidement faire face à des premiers renoncements. Donc si on prend un petit peu de hauteur, on va pouvoir tomber sur ce genre de définitions qui sont très, on va dire, haut niveau. Et finalement, faire un pipeline, oui, ok, on y va, mais on va essayer de ne pas les faire n'importe comment. Alors là, ils ont établi que finalement, ça consistait en un ensemble de tâches qui se succédaient et qui produisaient un résultat. Donc si on se positionne côté produit, côté métier, vous pouvez appeler ça des workflows. Voilà, c'est des trucs classiques. Et puis, si vous êtes un peu vieux comme nous, avec une culture d'informatique industrielle, vous allez peut-être même appeler ça des graph sets. Finalement, on ne va rien inventer. Et donc, on a commencé à prendre des carnets, des crayons, tracer des esquisses. Alors là, on commence à dessiner. On va le redire plusieurs fois, dessiner. Et conscient qu'ils n'avaient pas, côté CI et côté CD, tous les éléments en main, ils ont commencé à demander des avis, des conseils, un peu autour d'eux. Mais autour d'un pipeline, il n'y a pas que de la technique, il n'y a pas que l'équipe d'Ops et de CI. Hein. Il y a aussi tout le reste de l'entreprise. Autour d'un pipeline, c'est des personnes. On va avoir le marketing, la direction, les agilistes, les designers. Donc il faut mettre toutes ces personnes-là autour de la table. Ils ont l'air de t'embêter d'un coup, les agilistes. Non, pas du tout, je les aime bien en plus. On va mettre tout ce monde-là autour de la table pour pouvoir parler de ce pipeline et de savoir quels sont les besoins qu'il y a derrière. Et on va essayer de mettre tout le monde d'accord, chose qui n'est pas forcément évident dans notre domaine, parce qu'on a tous toujours raison, de toute façon. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va vous proposer une méthode pour vous aider à définir ce pipeline-là, pour que notre petit couple CI/CD, il aille bien. Alors, ce qu'on va vous présenter, c'est tirer de nos expériences personnelles, sur des techniques qu'on a pu essayer, qu'on a pu tester, etc. On vous a prévenu, on n'est pas tout jeune, si vous avez les références. Donc, ce que disait Yann, c'est qu'on vous propose des axes. Ce n'est pas une recette magique, on va vous proposer des axes pour vous aider à définir vos besoins et vous aiguiller dans la réalisation de vos pipelines. Donc par où on commence quand on veut définir un pipeline? On va commencer par les objectifs. C'est comme la première chose à faire. Alors on va avoir des objectifs plutôt classiques. Améliorer la qualité, augmenter la vitesse de déploiement de delivery, simplifier les actions. On peut avoir des choses moins classiques aussi. Est-ce qu'on ne laisserait pas les chefs de projet ou les Scrum Masters faire les livraisons? On ne sait jamais. Est-ce qu'on n'automatiserait pas des déploiements la nuit? Est-ce qu'on ne cadencerait pas la communication commerciale par rapport à la mise à disposition des produits? Voilà. Ça, c'est des objectifs plutôt bons, on va dire. Après, il y a des mauvais objectifs. Tout le monde le fait. Donc pourquoi moi je ne le ferais pas? Ou ouais, mais c'est trop cool. Donc on va le faire aussi. J'ai vu une conf aussi. Ouais, ou j'ai vu une conf aussi. Donc là, en fait, c'est là où il y a l'importance d'avoir tout le monde autour de la table. C'est OK, quels sont les objectifs de chacune des équipes? Qu'est-ce qu'on peut apporter à chaque personne et quels sont les besoins de chaque personne? Parce que les besoins peuvent être très spécifiques. Des besoins en performance, des besoins en sécurité, en accessibilité, en qualité. Est-ce que la construction ou est-ce que le déploiement est complexe? Voilà, en fonction des technos. On ne va pas toujours faire les choses de la même manière. Et aussi, quelles sont les règles qui vont être imposées par le contexte? Est-ce qu'on a des règles? Ça peut être des règles simples, le nommage, mais ça peut être des règles juridiques aussi. Donc voilà, quels sont les objectifs et les contraintes qu'on va avoir autour de notre pipeline? Alors, le deuxième point qui est relativement important, c'est que généralement, quand vous mettez en place ce genre de choses, vous arrivez dans un contexte avec des processus. Alors là, c'est mis de développement, mais dev, déploiement, ou des processus globaux qui sont déjà existants. Et donc, un des enjeux, ça va être de pouvoir s'inscrire dans les processus existants pour venir transformer, faire muter ces processus sans venir les casser. On verra pourquoi après, ça peut être un peu gênant. Donc, lors des discussions autour du process, on a 2-3 étapes clés ou des cas particuliers qu'il va falloir gérer.
Par exemple, est-ce qu'on a besoin d'une validation manuelle à un moment ou à un autre? Est-ce qu'on a besoin de faire valider des documents? Est-ce qu'il y a besoin de produire des documents? Ces éléments-là, il ne faut vraiment pas les ranger dans un coin en se disant on verra plus tard. Parce qu'on va voir à la suite de la présentation qu'en fait, ils vont donner des éléments et des moments clés sur la réalisation du pipeline. Alors, par rapport aux 3 points là qu'on vient d'évoquer, moi, il y a un atelier que j'aime bien, que j'ai un peu piqué côté agile et technique du X, c'est l'atelier d'event storming. Alors, si vous ne le connaissez pas, en gros, le principe, c'est que vous définissez un objectif et vous déterminez toutes les étapes clés avec, alors je le fais vraiment très synthétique, hein, toutes les étapes clés ainsi que les acteurs et les éléments qui vont être présents. Et donc, en fait, ce type d'atelier, si vous avez les bonnes personnes ensemble, ça va vraiment vous permettre d'élaguer les trois premiers points dont on vient de vous parler. Donc, on l'a dit, hein, il y a tout un tas de questions qui vont se poser et on n'a fait que commencer. Comme on l'a dit et répété, autour du pipeline et autour de la table, il y a beaucoup de personnes différentes. Après, la question qu'on va se poser, c'est qui doit voir quoi, quand et avec quel niveau de granularité. Vous n'allez pas faire le même reporting sur le déroulement du pipeline à une équipe de développement qui va être intéressée par exemple par l'analyse des qualités de code, l'exécution des tests U, à une équipe de Ops ou au chef de projet ou carrément à la direction, ou choses comme ça. Donc il faut bien mesurer quels sont les feedbacks qu'on va fournir à quelle personne au même moment pendant tout notre déroulement. Un point important à ce niveau-là, c'est attention si dans votre entreprise, il y a déjà des outils qui sont existants. Là, j'ai pris Jira en exemple, parce qu'on connaît tous plus ou moins Jira, de comment est-ce qu'on va être capable de s'intégrer avec ces outils-là et bien les prendre en compte lors de notre process de dev. Comme on le dit, faire simple, c'est quelque chose qui est compliqué. Être assez fin sur les feedbacks et sur les retours qu'on va faire pour donner la bonne info, c'est quelque chose qui prend du temps. On revient souvent dessus, etc. Vous n'y arriverez pas du premier coup. C'est ça. On va faire un tout petit zoom sur fail-fast. Le fail-fast, c'est un feedback qui est vraiment efficace. Le but du fail-fast, c'est faire échouer le pipeline le plus tôt possible et le plus rapidement possible afin d'avoir l'information au plus tôt qu'il y a un problème dans notre développement, déploiement, etc. L'étape suivante, c'est celle des tâches qu'on a marquées déclencher automatiquement. Alors, derrière tout ce qu'on vient de dire, on vient de parler d'enchaînement d'étapes, etc. Mais tout n'est pas obligatoirement automatique. Ciblez les axes d'automatisation sur les éléments à la plus forte valeur. Et ça, c'est pas forcément trivial. En tout cas, nous, dans nos têtes de tech, on a envie de tout automatiser. Pas forcément la bonne idée. Et donc, surtout, si on se trouve dans des structures organisationnelles qui sont denses, ça c'est le mot poli pour ne pas dire complexe, tout automatiser peut vite devenir un enfer, très coûteux, et puis vous allez vous retrouver avec des levées de boucliers qui sont probablement normales et qui vont vous empêcher d'avancer. On y arrive. Enfin. Enfin. Pour ceux qui sont un peu plus dans la technique. On va enfin pouvoir choisir les outils. Alors nos outils, on a déjà fait le tour du déclenchement automatique, les feedbacks, les étapes clés, etc. Donc il faut que les outils qu'on choisisse répondent aux besoins qu'on a définis précédemment. Sinon, ils ne servent à rien, tout simplement. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on prend un outil pour tout? Ou est-ce qu'on va prendre le meilleur pour chaque domaine? Alors c'est vrai que côté CI, c'est plutôt simple, parce qu'on est indépendant du reste de l'entreprise. On a ce côté environnement de dev, dans notre bulle, on fait notre truc. Par contre, côté CD, c'est plus compliqué. Parce que côté CD, on est dépendant de l'infrastructure de la boîte. On est dépendant de beaucoup plus d'étapes différentes. Donc voilà, c'est un peu plus chaud. Là, on commence à avoir une grosse divergence entre la famille côté CI et la famille côté CD. Un autre point d'attention sur ça, généralement, dans les entreprises dans lesquelles on évolue, il y a déjà des outils qui sont existants, qui sont rationalisés ou qui sont déjà pris en compte, qui sont déjà installés et dont les équipes savent se servir. Donc il faut bien se poser la question à ce moment-là, est-ce que je challenge, est-ce que je change d'outil ou est-ce que je reste sur quelque chose qui est déjà connu et qui pourrait répondre à mon besoin? Alors vous avez peut-être déjà vu ce genre de représentation, mais peut-être d'habitude plus en chimie. Ça, c'est un truc qui est tiré, donc vous avez le lien en bas là, mais qui est tiré d'un site et qui représente un ensemble d'outils DevOps, enfin tagués comme DevOps, on ne va pas revenir là-dessus, mais voilà, qui vont répondre à une fonctionnalité. Il faut s'imaginer que chaque couleur est un bloc qui répond à une fonctionnalité. Alors on retrouve les outils qu'on connaît, hein, GitLab, Jenkins, j'en passe et des meilleurs. Jira aussi est dedans, hein. On en parlait tout à l'heure, mais voilà.
Donc on va vraiment, sur ce type de truc, adresser tous les outils. Alors, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, pour répondre à vos besoins, vous n'aurez pas de souci pour trouver un outil. Voilà. Par contre, petit point d'attention, peut-être que l'outil qui va le mieux correspondre à votre besoin, vous allez le trouver là-dedans, ou dans un truc équivalent, mais ça va peut-être être un outil de niche. Ce que j'entends par outil de niche, c'est pas forcément connu du marché. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, parce qu'il est peut-être très bien, mais soyez conscient quand vous choisissez vos outils, aussi de sa présence sur le marché, de votre capacité à trouver des gens qui savent s'en servir. Ça paraît bête, mais il ne suffit pas d'appeler je ne sais quelle boîte pour qu'ils vous trouvent des gens. Voilà. Faites attention aussi à ça. Et en plus de ça, il y a déjà des choses en place. Donc si vous changez des outils par d'autres, vous avez du coup de la conduite de changement à faire. Et ça, c'est toujours plus compliqué. Ok. On a les objectifs, on a les feedbacks, on a les outils, bref, on a tout. Et c'est seulement à partir de là où on va commencer le développement. Parce qu'on sait où on va et on sait ce qu'on va chercher à faire. Comme d'habitude, en développement, en architecture, peu importe, si on conçoit les choses correctement, le développement devrait plutôt bien se passer. On ne va pas tomber sur des pièges qu'on n'avait pas vu venir. Et voilà, ils se sont lancés. Il est beau le pipeline là-bas. Enfin, peut-être. Malgré des nombreux échanges, les réflexions qui ont découlé, voilà, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente malgré quelques frictions. Mais attention. Au début, c'est un bébé pipeline. C'est un tout petit pipeline. On va chercher à le faire évoluer de manière itérative. On n'essaye pas de tout faire d'un coup. On va commencer par le build, puis on va rajouter les tests, puis l'analyse, etc. On va ajouter, on va ajuster nos différentes fonctionnalités, nos différentes étapes de manière itérative. Pour ceux qui ont connu les cycles en V, vous connaissez le danger de vouloir tout faire d'un coup. Et même en agile, des fois, on a tendance à tout vouloir faire en même temps. Voilà. Allons-y petit à petit. C'est bien, de quoi? non, c'est bien safe. Allons-y petit à petit, on le fait évoluer petit à petit. Sinon, ça va être un enfer. Alors, je ne vais pas vous relire la phrase qui est là, mais l'idée qu'il y a derrière, on en a un petit peu parlé en début, mais en gros, si vous prenez le temps de dessiner simplement, enfin de dessiner en fait, de représenter vos différentes étapes, vos pipelines, vous allez être capable de l'appréhender. Souvent, une des excuses qu'on a quand on attaque ce genre de chantier, c'est de dire « ouais, non mais le process il est trop compliqué, je ne veux même pas essayer de le dessiner ». Si vous essayez, si vous pensez que vous n'êtes même pas capable de le dessiner, comment vous comptez l'expliquer? Voilà. L'implémenter. Et donc après l'implémenter correctement. Voilà, ça c'est vraiment un truc pour moi qui est assez important quand on attaque ce genre de sujet. C'est ok, tu dis que c'est compliqué, oui effectivement, quand on voit la photo d'avant de l'event storming qui faisait... Oui, effectivement, ça commence à être compliqué. Mais du coup, on va peut-être travailler à cette simplification pour être en capacité de le dessiner et du coup de l'énoncer clairement. Ok. Donc tout ce petit monde allait plutôt bien à l'époque. CI avait son indépendance dans son monde de développeurs. CD, pareil, dans son coin, gérait ses trucs. Puis il y a une révolution qui est arrivée, qui va leur arriver, qui est déjà arrivée. Et bien là, c'est le drame. Les années ont passé entre notre petit couple et une forme d'habitude s'est installée. Chacun dans une forme de zone de confort, on va appeler ça comme ça. Et tout le monde y trouvait globalement son compte. Il est arrivé. Il s'appelait Everything as Code. Alors pour CI, c'était cool. Le code, ça avait toujours été la base de tout. Donc être en capacité de versionner, de faire des relectures, d'améliorer la reproductibilité des choses. Et surtout, la maintenabilité qu'il y avait derrière, c'était plutôt cool. Côté CD, il y avait un petit côté un peu plus exotique. On était partagé entre l'attirance de la nouveauté et la peur de l'inconnu. Mais une vraie vague d'évolution, voire de changement, était en route. Selon moi. J'y arriverai pas sur celle-là. Donc, on se retrouve avec des dépôts de code où on a tout. Les pipelines, les configurations des outils, l'infrastructure. Vous avez déjà dû avoir ce genre de dépôt? Ouais. Le regard résigné. Oui, c'est ça. Et tout allait rejoindre finalement ce dépôt de code qui était si cher à CI et qui était tout détruit par les autres. Bref. Les discussions, elles repartent. Et encore discussion, on parle plutôt de disputes. On se souvient avec une certaine tendresse des réunions de 2 heures pour savoir si on mettait un point ou non devant le nom des répertoires. C'est véridique. Voilà. Et on est reparti sans savoir si on mettait ou pas le point. Voilà.
Bref, vous avez compris, il y a un petit côté sac de nœuds qui est aussi visible là que dans la slide d'avant. Alors, il y a toujours des techniques pour essayer de limiter le bordel. On fait un répertoire et puis chacun gère son bordel dans son répertoire. Alors, ce n'est pas forcément là où on veut aller. Ça va apaiser les tensions, mais ça ne va pas vraiment résoudre les dissonances. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On se retrouve avec les fichiers de conf de CI et de CD au même endroit. Donc il faut merger, il faut fusionner des fichiers de conf, mais surtout des pratiques au même endroit. Et c'est là où ça commence à être compliqué. Avant, CI gérait son truc dans ses outils, dans ses répertoires, dans ses dépôts. CD faisait pareil de son côté, c'était différent. Ils géraient leur truc, avec leurs habitudes et leurs pratiques. Et puis là, pour CD, il y a quelque chose qui est arrivé qui était un peu compliqué à prendre en main parce qu'ils ne connaissaient pas forcément, c'est la gestion du branching Git. Parce que forcément, voilà, on arrive là-dedans. Le risque d'échec était assez important quand même. Parce que CI, il connaît. Et puis CI, plus ou moins, ça dépend qui. Côté CI, eux, ils étaient hyper contents. Mais quelque chose que CI n'a pas compris, c'est que tout ce qui se passait niveau CD, maintenant, ils avaient la main dessus. Ça veut dire que si eux se trompaient, les impacts pouvaient être beaucoup plus importants que dans leur petit monde de développeurs. Donc voilà, CD doit s'inscrire dans les habitudes de travail de CI, et CI doit faire beaucoup plus attention à ce qu'il fait. Donc, c'était pas forcément évident. Donc, comment on va aider tout le monde? Alors, pendant qu'on est en transition, on voulait juste vous prévenir. La suite de ce qu'on va vous présenter, comme ce qu'on vous a présenté, c'est des observations qu'on a fait tous les deux. Qu'on a discuté aussi avec les collègues, évidemment, qu'on a souvent mis en application dans nos travaux, chez nos clients, etc. Quoi qu'il en soit, tout ça, ce n'est pas une recette magique. Ça ne marche pas à tous les coups. C'est plutôt une approche sur l'implémentation des pipelines. Comment on va approcher ça? Et on espère, évidemment, qu'il va pouvoir vous aider. Alors, des deux côtés, les points forts ont fait leurs preuves. Alors, d'un côté, CI, lui, c'est gérer du code, le maintenir, le versionner, on a déjà dit. Mais voilà. Se tromper, c'est un peu son quotidien. On défait, on refait. Quand on est poli, on appelle ça du refactoring, mais en fait, c'est juste défaire ce qu'on a fait la veille. Côté CD, on sait anticiper l'imprévisible. Enfin, globalement, on le fait bien même. Et puis surtout, réagir vite aux incidents. Et côté se tromper, on n'aime pas trop. Parce que les impacts sont, comme l'a déjà dit Yann, beaucoup plus importants. Donc nous deux, on est plutôt à l'origine, vous l'avez peut-être compris, de la famille CI. Et du coup, on va essayer de regarder comment certains principes de développement peuvent venir en aide à la belle famille. Le premier principe, alors c'est le premier aussi parce que généralement c'est le premier qu'on apprend à l'école, même si on ne l'apprend pas dans ces termes-là, c'est DRY, pour Don't Repeat Yourself. Globalement, il s'agit de factoriser du code. En gros, si vous copiez et collez un bout de code une fois, ça va, deux fois, c'est qu'il faut faire une méthode. Je synthétise vraiment, mais c'est un peu l'idée de base. Alors, adapté à nos pipelines, ça veut dire qu'on va pouvoir factoriser un certain nombre d'actions afin de venir apporter rapidement des améliorations et des automatisations. Un premier exemple qu'on peut avoir, c'est une routine assez classique de livraison. La première question qu'on pose, c'est est-ce qu'on est vendredi? Parce qu'évidemment, on ne livre pas le vendredi, je le répète. On fait la livraison. Tu voulais livrer la nuit tout à l'heure. On fait la livraison, après on prévient l'équipe des ops et on envoie un petit mail au PO pour lui dire c'est bon, c'est livré. Donc là, on voit qu'on se répète. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc on va pouvoir s'appuyer sur les outils qu'on utilise. Ici, typiquement, c'est du GitLab CI. Alors on peut prendre d'autres outils, c'est juste que GitLab CI, c'est plus simple en termes de taille. Donc pour la présentation, c'est plus facile. Mais s'appuyer sur nos outils pour factoriser un peu ce qu'on fait. Comme ça, si demain, on n'a pas besoin de délivrer un package NPM ou une app, mais autre chose, on pourra très bien réutiliser le template de job qu'on a pu utiliser ici, qu'on a pu rédiger ici. Si on n'a pas d'outils comme GitLab CI qui nous permet de faire des after-before scripts, rien ne nous empêche de passer par des variables. Ça marche aussi, c'est une autre façon de factoriser. Et si on va même encore un peu plus loin, avec ces fameux templates de job, on peut très bien carrément se créer des librairies qu'on va pouvoir fournir à nos équipes de développement ou nos équipes de DevOps ou nos équipes de CD qui vont pouvoir réutiliser ce qu'on a pu faire. Alors attention, on parle
dry pour éviter de se répéter, ça a des gros avantages. Alors même en programmation classique, hein, il y a des limites à ça. Je ne vais pas revenir dessus, mais côté pipeline, en fait, si c'est cool de factoriser, parce que quand on a une amélioration, une correction à apporter, ben, on améliore la partie factorisée, ben, tout le monde en profite. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, si on se plante, on plante tout le monde. Et donc là, on disait tout à l'heure, côté CILI, droit à l'erreur, oui, mais pas trop, quoi. Donc attention, sachez que quand vous factorisez, on amplifie un petit peu les risques en cas d'erreur, et du coup, il faut venir les maîtriser pour éviter de froisser un peu trop CILI, et surtout que généralement, c'est le premier truc qu'on fait, donc si le premier truc que vous faites, vous cassez tout, vous allez vite arrêter tous les projets sur ces sujets-là. Donc pour pallier à ça, dans le monde du développement, on a ce qu'on appelle la conception solide, pour ceux qui connaissent. La question se pose, est-ce qu'on peut essayer d'appliquer les principes solides à la réalisation de nos pipelines pour filer un coup de main à notre petit couple CI/CD? Alors le premier des principes, on va tous les faire, hein, mais le premier, donc le S de solide pour Single Responsibility, on n'a pas trop de doute que la séparation des responsabilités, ça a fait ses preuves. Voilà, dans l'ensemble des processus. Si on l'applique au pipeline, on va pouvoir dire que pour un job, il ne doit faire qu'une et une seule chose. Ça va permettre d'avoir des éléments qui soient plus unitaires, plus testables, plus répétables, etc. Et plus simple à intégrer dans un process, ou si le process évolue, plus simple à faire évoluer. Un premier exemple qu'on peut avoir ça, c'est voilà, la création d'une image Docker. Généralement, ce qu'on fait avant, on demande un build, on fait une analyse de qualité de code, et ensuite, on construit notre image. Là, le problème qu'il y a avec ça, c'est que si on a besoin de modifier un des éléments, il faut modifier le job en entier. Et on ne va pas forcément aussi pouvoir réutiliser ce package-là, ce job-là. On va être obligé, à chaque fois qu'on a une nouvelle techno ou une nouvelle façon de faire, il faut en refaire l'autre. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va plutôt faire, c'est pour respecter la responsabilité unique, c'est qu'on va avoir des jobs qui vont être spécialisés, qui vont avoir une seule responsabilité, un job qui permet de faire du build, un job qui fait de l'analyse, et un job qui fait de la publication. Petit peu pour Canico, pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, on va plutôt assembler ces différents jobs-là pour pouvoir arriver à notre objectif. Et l'avantage qu'il y a derrière ça aussi, c'est qu'on peut les réutiliser, alors que dans le premier cas, on ne peut pas le faire. Un deuxième exemple qu'on voit assez classiquement, pour le coup, celui-ci, c'est le job de déploiement. C'est un job qui me permet de tout déployer, c'est quelque chose qui est très rassurant. En particulier si on est sur des outils comme GitLab CI, parce qu'il n'y a plus qu'une seule petite cellule. Est-ce que c'est rouge ou vert? Voilà. Mais du coup, c'est pas terrible, parce que si on a juste besoin de déployer la doc, on n'a pas besoin de redéployer la base de données, les applications, etc. En plus, on en parlait avec Nico tout à l'heure, des outils comme GitLab maintenant permettent de déclencher les exécutions de scripts en fonction des fichiers qui sont modifiés. Donc, si vous ne pourrez pas exploiter ce genre de fonctionnalité dans le premier cas, par contre, vous pourrez l'exploiter dans le deuxième. Et pareil, vous pourrez utiliser tout ça comme vous voulez. Le deuxième principe de solide, c'est l'open close principle. Là, l'idée, c'est que un des impacts de la factorisation qu'on a vu précédemment, c'est que vous allez décrire des jobs et vous allez avoir tendance à complètement fermer, c'est-à-dire à décrire, à standardiser des choses qui peut-être ont besoin d'être paramétrables. Et donc, si on réfléchit un petit peu sur ce principe, on va se dire, ok, les jobs factorisés, je vais vouloir les spécialiser sur un certain nombre de responsabilités qui sont la leur, celle du job, mais par contre, je vais laisser ouvert à la configuration. En exemple, c'est plus clair. Quelque chose qu'on voit assez classiquement, c'est l'analyse de qualité de code via Sonar. On va avoir tendance à vouloir factoriser l'analyse Sonar, parce que c'est la même ligne de commande pour tout le monde. Dans notre cas ici, on veut absolument que chaque utilisateur de ce job-là fournisse un project key, parce que c'est l'identifiant unique dans Sonar. Donc voilà, il faudrait que ça soit obligatoire. Et on va se mettre une configuration par défaut en disant les sources, elles sont en source et les tests, ils sont en test. Ça, le problème, c'est que si votre projet, il n'a pas les sources en source et il n'a pas les tests dans test, soit vous faites des if et en bash, c'est pas cool, soit vous faites des copier-coller de projets, de job. Donc, ce qu'on peut faire, donc là, comme on peut le voir, il n'est pas ouvert à l'extension, le job. Il ne respecte pas du tout l'open close. Alors que ce qu'on peut faire, c'est plutôt soit on s'appuie sur les outils que nous fournissent l'outil, les configurations spécifiques. Par exemple, pour Sonar, il y a le fichier properties que vous pouvez mettre dans vos sources, qui vous permettent du coup de customiser
les besoins, enfin les configurations de votre sonar en fonction de votre projet. Et si vous ne pouvez pas faire ça parce que l'outil ne le permet pas, utilisez des variables. C'est toujours aussi efficace. En plus, avec les variables, vous pouvez mettre des valeurs par défaut. Il aime bien les variables. J'adore les variables. Et là, l'avantage dans le deuxième cas, c'est que on a toujours notre project key qui est obligatoire. Par contre, on peut très bien faire évoluer notre sonar en fonction des besoins qu'on a derrière. Le troisième principe, donc la substitution de Liskov, alors déjà celui-ci dans les 5 principes solides c'est le plus compliqué à expliquer et à appréhender. Et en plus concrètement on n'a pas trouvé d'application sur la partie pipeline. Donc on ne va pas s'étendre. C'était juste pour dire bonjour à Barbara. Barbara Liskov, si vous ne connaissez pas. Quatrième principe pour le I, la ségrégation d'interface. Alors, la notion d'interface dans les pipelines, elle peut être un petit peu difficile à identifier, même totalement en fait. Mais ce qui nous intéresse, c'est la réflexion sous-jacente qu'il y a à ce principe-là. Si on a généralisé un certain nombre de jobs pour définir un processus un peu plus dense, un peu complet, peut-être qu'on va vouloir le séparer et du coup définir des interfaces, mais cette fois pas au sens objet, hein, mais au sens contrat d'interface, entre des jobs et des pipelines. C'est plus facile avec l'exemple, c'est plus simple. Imaginons ici notre interface, c'est notre pipeline. En gros, on a défini un pipeline pour toute l'entreprise en disant, voilà, dans votre pipeline, vous devez avoir un stage qui fait du build, une analyse de code, analyse de package, la création du package, est-ce que je peux déployer, comment je déploie et est-ce que je peux déployer. Alors c'est très bien, c'est une bonne idée, hein, ça permet un petit peu de rationaliser les différents pipelines dans l'entreprise. Par contre, si un jour vous avez juste besoin de créer un package NPM ou une dépendance composer, en fait vous allez avoir des éléments dans votre pipeline, dans votre interface, que vous n'allez pas pouvoir écrire. Ou vous allez écrire un truc du genre script ne me sert à rien. Et ça va se dérouler comme ça. Echo, exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt avoir des interfaces, donc plutôt des bouts de pipeline qui vont correspondre à des besoins. Par exemple, si j'ai du Maven, j'ai obligatoirement besoin de savoir comment je vais faire le build de mon appli, comment je vais faire l'analyse de mon build. Si j'ai du Docker, il va falloir me dire comment est-ce que j'analyse mon paquet, comment je le crée. Et rien ne nous empêche derrière après de venir les agglomérer pour avoir un pipeline plus complet. Et l'intérêt de faire ça, c'est que vous n'allez pas avoir des stages qui servent à rien et des jobs qui ne servent à rien. Le cinquième principe, c'est l'inversion de dépendance. Donc quand en programmation orientée objet, on essaie de faire des choses pas trop mal, ou du moins qu'on essaie de réfléchir à tout ça, qu'on peut tendre après sur la partie clean architecture, modèle hexagonal, enfin toutes ces choses un peu théoriques, on va chercher à dépendre plutôt des interfaces plutôt que des implémentations. Parce que finalement, si l'implémentation change, c'est le problème de son implème. Par contre, l'interface, elle reste un peu plus figée. Et si on adapte ça au pipeline, ça va signifier qu'autant que possible, on va essayer de dépendre du résultat de l'action plutôt que de l'action elle-même. C'est-à-dire que le job il soit fini ou pas, on s'en fiche. Par contre, ce qui sort du job, j'en ai besoin, donc je vais pouvoir le vérifier. Un exemple qui peut être intéressant sur ça, c'est le process livraison-déploiement. Généralement, dans la plupart des pipelines qu'on voit, c'est que on livre, et une fois qu'on a livré, en fait, on déploie. Le job de déploiement est dépendant de l'étape de livraison. Ce qui fait que si, par exemple, votre livraison n'a pas marché, ou votre déploiement n'a pas marché, il faut tout relancer. Vous n'avez pas le choix, parce que de toute façon, la dépendance, elle est à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire, par contre, comme disait Nicolas, c'est, au lieu d'être dépendant du job, on peut juste vérifier si l'artefact il est bien présent au bon endroit. De cette façon-là, même si la livraison ne marche pas, rien ne vous empêche, vous, d'aller le déposer à la main, s'il y a besoin. Et comme ça, vous pourrez quand même exécuter votre déploiement. Vous ne serez plus dépendant de la livraison, mais vous serez dépendant de la présence de votre artefact où il doit être. On va revenir dessus après. On inverse la dépendance. Alors, si on reprend tout ce qu'on vous a dit précédemment, malgré les différences qu'il y a quand même des vraies convergences sur un certain nombre d'éléments. Et entre autres, sur, on veut faire des choses, un ensemble de choses de façon successive, mais attention sur le risque de l'automatisation de tout.
pas réussi à le dire, mais vous l'avez lu. Là, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut faire quand on veut avoir à la fois une automatisation qui soit à peu près possible, mais pas obligatoire. Souvent, ça arrive sur les pipelines. Typiquement, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé des étapes clés. Il y a des personnes qui doivent faire des validations manuelles. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre des points d'arrêt sur notre pipeline? On a deux façons de le faire. La première, c'est de poser des questions. Dans notre pipeline, tous les outils permettent de le faire aujourd'hui, quasiment. Voilà, j'en suis arrivé à cette étape, est-ce que je dois continuer? Et du coup, il y a un humain, ou un humain, j'espère, qui peut venir valider. Donc voilà. Une autre façon aussi de mettre des points de débrayage sur notre pipeline, c'est au lieu de faire un seul script ou un seul pipeline complet de la phase de build jusqu'à la phase de déploiement, c'est plutôt en faire plusieurs. On va en faire un qui est spécialisé sur le build, un qui est spécialisé au delivery et un qui est spécialisé au déploiement. L'avantage de ça, c'est qu'on peut les chaîner. Donc on peut très bien avoir au final un pipeline complet, mais aussi on peut les déclencher un par un de manière indépendante. Par exemple, on sait que le delivery a planté pour une raison X ou Y. Je ne sais pas, Artifactory n'était pas disponible, chose qui arrive. Au lieu de relancer tout le pipeline avec le build, etc., on peut juste relancer le pipeline de delivery. Voilà, on a deux stratégies pour le faire. Et on a changé de langage. Je ne sais pas si vous avez vu, on est passé sur du Jenkins. Alors, on vous a parlé un petit peu de ça déjà avec la partie D de Solid, mais ça va un petit peu avec. L'idée, c'est de pouvoir, entre les différentes étapes, grandes étapes de votre pipeline, de pouvoir faire des pauses, avoir des points de débrayage qui vont vous permettre à la fois de faire des tests et de reprendre les hostilités, on va dire, là où vous vous êtes arrêté, si jamais vous avez dû vous arrêter. Si on n'a pas ces points d'inférence-là, alors surtout pour ceux qui ont déjà développé des pipelines, ils vont savoir de quoi je parle. Si on envoie le résultat directement d'une étape à l'autre, ça veut dire du build vers le package, puis du package vers le déploiement, on ne peut pas les tester de manière indépendante. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut rejouer quelque chose, il faut rejouer toutes les étapes précédentes. C'est très long, et des fois, ça sert tout simplement à rien. Et si un élément est en échec, et voilà, on ne peut pas le relancer à chaque fois. On ne peut pas tester chaque job, chaque étape de manière indépendante. On ne peut pas valider les résultats intermédiaires non plus. Alors, ok, on vous a parlé de plein de trucs là, du coup ça doit commencer à être en ébullition, et vous devez commencer à vous dire, oula, ça va en faire des choses à mettre en place. Là, j'attire votre attention un peu sur ce graphique. Quand on a un produit, alors du coup on a la même règle sur les pipelines, mais on a trois typologies de complexité. Une complexité qui est normale, qui est liée à votre métier, il va falloir régler, donc c'est la pile bleue en bas là. Une complexité qui est de l'ordre de technique, donc qui est liée aux outils que vous avez sélectionnés. Donc peut-être que si elle est trop élevée, il faut changer d'outil, je sais pas, trouver une astuce. Puis il y a la dernière. La dernière, elle est un peu embêtante parce qu'elle s'appelle la complexité accidentelle. C'est celle que vous avez mis là parce que vous ne vouliez pas. Voilà. Donc, ok, on vous a dit plein de trucs, on vous a donné plein de pistes. Si vous commencez à tout mettre, peut-être que vous allez tomber sur le truc là, rouge, là, pas beau là. Cas numéro 3 Cas numéro 3, c'est ça. Voilà, donc, voilà. Et une des choses qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est pas les bisounours, c'est plutôt le principe qui est juste en dessous, keep it simple stupid. C'est qu'effectivement, il y a plein de possibilités pour venir améliorer vos pipelines, mais gardez à l'esprit que ce que vous faites doit rester compréhensible et relativement simple. Du moins à la compréhension. Après, voilà, quand vous avez des complexités techniques, elles sont là et elles sont là. J'ai eu un doute. Ok, on a vu que faire des pipelines, la difficulté c'est quand même relativement accrue. Le problème qu'il y a en plus, c'est que pour faire un pipeline efficace, il faut avoir une compréhension technique assez globale du monde de la CI et du monde de la CD. C'est pas du dev, c'est pas de l'ops non plus, c'est un petit peu des deux. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Ok, on a vu CI, on a fait la rencontre avec CD, on a un troisième larron qui est arrivé dans l'histoire, notre ami DevOps, qu'on commence à connaître maintenant, qui va en fait nous aider à gérer un peu tout ce chantier et accompagner le petit couple CI/CD un peu dans sa vie de couple. Donc il est arrivé parce que ça commençait à être compliqué. En plus, vu que tout était arrivé dans le code, le CI il a voulu absolument tout faire, sans vraiment comprendre les enjeux qu'il y avait du côté de CD.
ou savoir réellement comment faire. Il a pris des initiatives parfois malheureuses. Et c'est un peu comme ça qu'est arrivée la culture DevOps. C'était pour gérer cette relation, un petit peu entre CI et CD. Même si notre pipeline il allait jusqu'au déploiement, malgré tout, on ne savait pas trop ce qui se passait à la fin du pipeline. Donc on a rajouté Monitor. Alors le monitoring, pour rappel, ce n'est pas juste monitorer des plateformes, c'est aussi vérifier que chaque étape se passe bien. Donc on monitore si le déploiement s'est bien passé, si les fonctionnalités sont encore efficaces. Et un autre point, comment se comportent les utilisateurs sur ce qu'on a déployé. Ça fait aussi partie du monitoring. Pas exactement de la même manière, mais ça fait aussi. Puis bon, qu'est-ce qu'on fait du monitoring? Eh bien on a rajouté Plan. Plan qui nous a permis du coup d'intégrer les évolutions que Monitor nous a retournées. Et voilà, la boucle est bouclée. Et la lumière est allumée. Et la lumière est allumée. Et ça, d'un point de vue marketing, c'est quand même génial. La boucle, hein, pas la lumière. La boucle, pas la lumière. Mais la lumière, c'est bien aussi. Les difficultés que va poser la culture DevOps, donc Yann vient un peu de les évoquer, et on a vu arriver des nouvelles équipes DevOps en plus de l'équipe Dev et de l'équipe Ops. Et finalement, elle est arrivée assez naturellement. Alors au début, généralement, elles sont arrivées sur des compétences très particulières, sur des outils. Alors dans ce qu'on a pu observer, elles arrivaient encore plus quand il y avait une mise en place d'un système cloud ou ce genre de choses, donc des choses relativement pointues techniquement. Et elles arrivaient plutôt pour venir accompagner ces équipes. Et donc, ces équipes DevOps, elles sont arrivées en tant, alors bien sûr, un technique, hein, je viens de le dire, mais pas seulement. Donc c'est sur des compétences fortes, qu'elles soient transverses, sur des outils, sur des concepts particuliers, mais c'est aussi sur un accompagnement méthodologique. Comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à certains axes? Alors là, c'est un exemple, hein, mais voilà. Alors, oui, dans le graphe, là, c'est écrit équipe 1, équipe 2. Ça veut dire que peut-être qu'il y a une équipe qui est un peu plus mature que l'autre. Mais en fait, il y a deux façons d'utiliser ça. C'est soit pour savoir un peu les degrés de maturité des uns ou des autres, ou ça peut être aussi savoir où on est et où on a envie d'aller au niveau d'une équipe. Et donc ça va permettre aux équipes DevOps, justement, de positionner les équipes les unes par rapport aux autres, de venir initier la mise en place de la culture et surtout les processus d'amélioration, à peu près les mêmes que ceux qu'on retrouve en agilité. Ça ne change pas grand-chose. Et finalement, un des problèmes qu'on va avoir avec ces équipes DevOps, en tout cas qu'on retrouve relativement régulièrement, c'est que, histoire de favoriser la communication entre deux personnes, on est venu mettre une troisième personne entre les deux. Et donc en gros, on a inventé un troisième truc qui, au lieu de venir fluidifier des échanges, peut venir, au moins dans un premier temps, plus les perturber que les améliorer. Bref, ajouter un concept, ça n'a jamais facilité les échanges, et un médiateur n'est pas forcément le même impact selon les couples. Autrement dit, si vous avez une équipe DevOps qui marche dans une entreprise, une structure, ce n'est pas pour ça qu'elle marchera, que le même dispositif fonctionnera dans une autre structure. Parce que déjà, ce ne sera jamais le même dispositif. On arrive à la fin de notre exposé. On a vu ensemble une méthodologie de conception pour les pipelines. On a eu trois éléments problématiques. Everything as Code a bien foutu. Voilà. On a vu quelques solutions qui pouvaient nous aider à la réalisation du dev, de la réalisation des pipelines. Et on a parlé un petit peu de la mouvance DevOps. C'est l'heure du choix. Et c'est bien connu, hein. Choisir, c'est plutôt renoncer. Et donc du coup, nous, là, ce qu'on va essayer de voir dans cette synthèse, c'est OK, on renonce à des trucs, mais on renonce à quoi? Alors, la première option, c'est OK, si CI/CD se sépare, on divorce. C'est un peu la facette monde d'avant là, qu'on vous propose. Pour autant, on maintient la responsabilité de la construction et, même pas éventuellement, et de l'assemblage côté CI, éventuellement du delivery. Ça, le package peut encore aller côté CI, à la main de la famille dev. Donc, on possède nos propres outils et on vit sa vie tranquille. Et on peut même pratiquement vivre notre vie équipe par équipe. On n'est même pas obligé de travailler de la même façon entre équipes. CD, lui, va conserver la responsabilité des mises en service, quel que soit l'environnement, et
imposer un certain nombre de règles, et qui généralement ne sont pas comprises par les équipes, puisqu'on leur impose les règles sans forcément expliquer. Donc, voilà. Et c'est comme ça. Alors, par contre, la question qu'on peut se poser ici, c'est finalement, quand on est dans des organisations qui sont très structurées, peut-être trop, mais ça devient une question de point de vue, ça fonctionne peut-être déjà très bien comme ça. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mieux ce type d'organisation qui fonctionne que de tenter autre chose et d'aller droit dans le mur, mais vitesse TGV, quoi. Deuxième possibilité, CI/CD reste en couple, mais c'est pas simple, donc on va les faire accompagner par un thérapeute. Ce thérapeute, vous l'avez compris, on va mettre en place une équipe DevOps. On va rajouter une petite couche de bordel dans l'organisation pour essayer d'avancer sur ce sujet-là, mais ça peut être un vrai choix stratégique d'entreprise, malgré ce qu'on a pu dire avant. Dans un sens, une très bonne équipe DevOps, alors ce que j'entends par là, c'est une équipe de médiation technique qui vient proposer des services IT for IT et qui évangélise un peu les outils, ça peut être une vraie pierre angulaire pour toute la transformation d'un SI. Si elle propose sans imposer et critiquer sans discréditer, c'est un vrai mantra pour le coup, elle va vraiment pouvoir accompagner les équipes dans la prise en main des outils, la montée en compétences, les aider dans la montée en compétences sur le process DevOps et avoir une vraie valeur ajoutée pour notre petit couple CI/CD. Voilà, ça va être le vecteur de la culture DevOps. À terme, l'équipe DevOps n'a pas vocation à rester. Elle est là pour aider les équipes à rentrer là-dedans. Puis il y a la troisième solution. Alors ça, c'est probablement notre choix du cœur, mais il faut qu'on le reconnaisse quand même, c'est peut-être le plus difficile à atteindre, alors surtout dans des structures relativement hiérarchisées ou qui ont des inerties présentes. C'est difficile à atteindre, donc d'une part parce qu'il y a des transformations d'organisation qui sont évidentes dans ce genre de choses, mais aussi parce qu'il y a une évolution culturelle qui doit être prise en compte, et ça, c'est vraiment pas... voilà, tout le monde n'ira pas sur ce genre de modèle. C'est comme ça, il faut être conscient. Ok. Donc CI/CD, l'IVOR s'est-il prononcé ? Peut-être. Mais au moins, avec tous ces exercices, tout ça, on aura appris à se connaître les uns les autres, entre les équipes, même avec tout le monde. De toute façon, tout ça, c'est une histoire d'empathie et de communication, comme on a pu le voir à plusieurs reprises. Un thérapeute externe peut parfois être nécessaire pour aider tout ça. Mais il y a un truc à ne pas oublier, c'est que rien n'est jamais définitif de toute manière. On peut très bien prendre une décision à ce moment-là, revenir après dessus, voilà. Et peut-être qu'un jour, notre petit couple CI/CD sera heureux et ils auront tout plein de petits pipelines. On vous remercie. Merci. Alors, si vous... Je retente d'allumer pour les questions. Vas-y, non mais vas-y, ça avait marché l'ordinateur à la fin. la lumière a marché. Est-ce qu'il y a des questions? Ou des commentaires. Moi j'en ai une. Le troisième, le modèle que vous présentez, où vous incluez Ouais. en fait, du coup c'est pas une équipe DevOps dédiée, c'est un petit peu Ouais, c'est la culture DevOps qui s'est imprégnée dans l'entreprise ou dans la structure. Et prégnant dans tous les... exactement. Okay. Ça c'est une jolie utopie. C'est effectivement très compliqué, je pense, à mettre en place et à convaincre. En fait, ce qui va se passer dans ce genre d'équipe-là, c'est que chaque personne a son propre rôle. Par contre, il va connaître un petit peu ce que fait celui d'avant et celui d'après. Voilà. Et en fait, ils vont pouvoir co-construire ensemble ces différentes étapes-là. Alors oui, des fois, c'est pas évident, comme disait Nicolas, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Dans les grosses structures, c'est pas impossible, mais on n'est pas loin. Mais voilà, il faut connaître un petit peu ce que fait avant, après, connaître un peu le rôle de tout le monde. Voilà, d'où la communication qui est extrêmement importante dans ce genre de... si on veut mettre ça en place, quoi. Et le pire dans les structures un peu importantes, c'est qu'il y a certaines équipes où on va réussir à avoir ça dans une équipe. Et on dit, ouais, ça marche dans cette équipe-là, donc on va le reproduire à l'échelle de l'entreprise. Bah non, ça marche pas, ça, généralement. Moi j'ai une autre question. Vas-y. Pour le thérapeute, qui fait écho à une ancienne vie. Vous voyez beaucoup de cas où le thérapeute, au final, il laisse vraiment le couple tranquille et il s'en va et il disparaît. Alors, ça peut arriver
Dans certains cas, il reste toujours derrière, dans le sens où souvent, quand on commence à arriver au sein d'une entreprise pour faire ce genre d'activité-là, on va commencer avec une équipe ou deux, et ils vont prendre de l'autonomie petit à petit. Au final, le thérapeute, ce qu'il finit par faire, si c'est efficace, il finit par maintenir les outils. Ou proposer des services IT for IT. Des nouvelles choses, des nouveaux outils, mais c'est plus lui qui est forcément à l'initiative de ça. Et il y a un autre truc qui est en train d'arriver, enfin moi que je vois dans des équipes justement, mais qui sont vraiment sur ce modèle-là, et pour le coup le côté très conseillant, ils étaient vraiment là-dessus. Et en fait, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses, ils ne peuvent pas être juste dans le « tu devrais faire ça ». C'est « tu dois faire ça », entre autres sur tous les aspects secs. Pas être mouillé. Non, sécurité. Exactement. DevSecOps, là, l'espèce de truc là qu'on essaye. Voilà, t'as eu raison. Mais du coup, en fait, là, moi, ce qui est en train de se passer là, dans les deux contextes que j'ai un peu en visu, c'est que c'est des équipes voilà, qui sont c'est en train de rentrer dans les équipes, donc ça c'est plutôt positif, c'est signe qu'ils font bien leur taf. Mais il y a donc la maintenance des outils et de nouveaux enjeux qui sont en train d'arriver autour de la sécurité entre autres, où ils sont en train de pivoter un petit peu au niveau de leur rôle. Donc c'est-à-dire que la partie sécurité Et en train d'être absorbée par le... bienveillance ou alors je propose, c'est en gros t'as pas le choix. C'est ça. Parce que mine de rien, il y a quand même des règles de sécu. Tu mets à jour tes librairies, tu me parlais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure des analyses X-ray, machin. Ouais, il faut que mes pipelines passent par X-ray. C'est pas si tu veux, est-ce que tu peux passer par X-ray. Voilà. Donc ils sont en train de développer deux volets, un volet un peu plus réglementaire, on va dire, puis un volet accompagnement. Mais il reste dans l'accompagnement pour la mise en place. Mais tu es obligé de le faire. Voilà. Il passe un peu à la schizophrénie aussi. Je sais pas si ça répond. Si, ouais. Moi, par rapport au DevOps, par rapport à la culture DevOps, j'ai eu ça dans une boîte où c'était même au-delà de ça, c'était même pour l'entreprise en général, c'est-à-dire sécuriser vos mots de passe, etc. Mais une culture vraiment globale sur la sécurité, sur un peu, pas que les équipes tech, pas que les équipes... IT, enfin développement. Ouais, alors là après ça reste quand même un autre métier. La sensibilisation sécuritaire sur l'ensemble d'une entreprise où il y a des gens qui vont sur le terrain ou je sais pas, des gens qui mettent les post-it sur les... Ça dépend vachement de la taille de l'équipe. Voilà. Ouais. Et puis, une équipe de 30 personnes. donc oui, voilà. Là effectivement ça peut s'entendre. Mais c'est quand même, voilà, il y a quand même deux métiers là qui sont pas tout à fait les mêmes. Je vais faire un petit troll, mais en fait c'est une question sérieuse. On en a fait plein aussi. Pourquoi... Alors nous, notre approche, et j'y vois pas mal d'intérêt, c'est qu'on a entre guillemets fait un contrat. C'est-à-dire que toute la partie CI et tout, on va mettre, nous à la fin, un installeur à un endroit, pour notre delivery, et c'est lui, et on l'a testé, on l'a approuvé, et on peut le faire plein de fois, et on peut le mettre à jour autant qu'on veut. On dit le dernier qui marche en C, c'est lui. Après, là c'est un contrat, donc le contrat c'est il y a le fichier qui permet d'installer à tel endroit, et toute la partie Ops décide en fonction de plein de règles qui varient. On l'avance parce qu'il y a une conférence qui démarre et on veut que ce soit mis là, ou on attend un peu pour voir si on n'a pas trouvé des bugs en attendant, etc., avant de la sortir pour de vrai. Enfin, chacun dans son monde, un peu avec un contrat au milieu qui dit, bah voilà, moi je te mets ça là, et toi tu prends ça là. Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression que tu rentres pile dans le premier cas qu'on disait en synthèse, où, ok, vous travaillez pas ensemble, mais ensemble, vous avez défini un contrat. Oui. Si ça fonctionne, que vous n'avez pas de problème, que... Parce que un des avantages que je vois à ça, c'est quand il y a plein de projets. Parce que du coup, il peut y avoir des émergences un peu organiques. Par exemple, il y a une équipe qui a eu une bonne idée, qui a rajouté un truc. Et en fait, comme ça peut faire tache d'huile sur les autres projets. On fait, ah ouais, c'est pas mal comme idée ça. Et je vais l'incorporer. Et ça marche des deux côtés. Ah tiens, d'avoir la doc à ce format-là, c'est pas mal pour nous. Je pense aussi que ça revient sur le tout premier point que tu évoquais au début, c'est analyser les contraintes.
Si ta C'est contrainte, ça. si ta contrainte c'est non mais de toute façon c'est un humain qui doit choisir pour des raisons. Il y a un gars qui a le droit de choisir et c'est tout ça. parce que comme tu disais il y a une conférence ou je sais pas quoi. Faut avancer. C'est ça, bah voilà, faut te dire que c'est une de tes contraintes. Par contre ça veut dire que tu peux quand même mettre tout un tas de choses en place pour que des choses puissent être manuelles, etc. pour pas tout se retaper. Dans notre cas, tout est automatique. Il faut juste, la personne, elle dit Je lance ou je lance pas. je lance ou je lance pas, et s'il y a des erreurs, ça nous cause et ça dit qu'il y a eu un problème. Ouais, mais c'est que ça a déjà. Vous êtes encore. Enfin, vous êtes encore. Et si ça convient, c'est pas un problème non plus. Hein, sur cette étape-là où il y a encore une séparation qui est assez franche. Mais malgré tout, là où c'est intéressant, c'est que si tu dis que les différentes équipes sont capables de venir apporter des nouvelles améliorations au fil du développement et au fil de tout ça, au final, vous allez peut-être même pas avoir besoin de passer par un thérapeute et les équipes vont peut-être potentiellement se rapprocher de plus en plus pour avoir quelque chose au final où vous avez beaucoup plus de communication. On n'a pas les mêmes contraintes, en fait. Ah mais ça, C'est on ça. l'a dit dès le début. Hein. Mais C'est clairement. pas du tout les mêmes C'est pour ça que contraintes. Comme on n'a pas les mêmes Clairement. contraintes, nous là, je sais ce qui fait, on va revenir sur la sécurité, nous ce qui fait tâche d'huile, c'est les jobs de sécurité, ils doivent avoir tourné, analyse statique, analyse de vulnérabilité, analyse dynamique, analyse machin, et des prêts à fin. Et pour pouvoir dire, il est prêt, il est bon, vous pouvez l'utiliser, il faut que tous les outils aient été tournés pour pouvoir dire, il est bon, il est prêt, ça peut être utilisé. Donc l'autre partie, c'est bon, et tout ça qui a été fait. Ouais, mais tu vois, typiquement, enfin moi ce que j'entends, hein, tu me dis si je suis à côté de la plaque, mais c'est que vous n'êtes pas aujourd'hui dans ce qu'on appelle ou ce qu'on identifie comme étant de la culture DevOps. Non. Si un jour il y avait quelqu'un qui, parce qu'il a vu une conf ou je sais pas quoi, disait faudrait faire du DevOps, c'est cool, peut-être que l'apport pour vous, il ne sera pas là en fait. Et donc du coup, vous allez aller dans une direction où vous n'allez peut-être pas profiter de ce que vous pourriez profiter parce que finalement ça marche. Et ça répond à tes enjeux de sécurité, à tes enjeux de déploiement, à ta pluralité peut-être d'applications, je ne sais pas. Donc il faut faire attention, et c'est là, enfin, on l'a dit plusieurs fois et j'espère qu'on l'a bien dit, c'est que ce n'est pas des recettes magiques et DevOps ne va pas vous solutionner des trucs. Potentiellement, vous avez des structures qui fonctionnent. Donc voilà. Exactement, c'est exactement ça. Ou le petit mot à la mode. Ouais. Mais par contre, je pense quand même que plus une équipe est grande et plus elle va avoir besoin quand même d'avoir un médiateur, d'avoir quelque chose, parce que on les connaît toutes ces grosses structures où genre de toute façon moi je m'en fous, le code je l'ai fait, c'est pas moi qui l'exploite après, je m'en fous, c'est pas moi qui m'occupe de l'exploit, c'est pas moi qui vais aller. Ça t'arrive même à l'avoir entre devs, celui qui fait la MCO et celui qui fait le reste. Voilà. Donc, bon. Et donc du coup c'est là où par contre en fait il y a aussi cette notion de contrat, quoi. C'est le fait de se dire genre les uns avec les autres, même si on a des métiers différents, des contraintes différentes, etc., il faut qu'on arrive à trouver une solution pour fluidifier l'ensemble, quoi. C'est ça. Ah Allez, de toute façon, Ils sont grillés, c'est bon. la mise à l'échelle. Ah, pas mal. t'as le temps d'être aveugle avant. La mise à l'échelle est quelque chose d'extrêmement compliqué. Parce que de toute façon, on peut faire le parallèle assez facilement avec l'agilité, parce qu'au final, le DevOps, c'est un portage technique de ça. Quand tu évolues. C'est l'agilité entre les devs et les ops, hein, C'est ça. DevOps. Hein, c'est pas. Enfin, ça... Quand tu es au sein d'une petite équipe, ça fonctionne. Mais par contre, quand tu arrives sur des grosses équipes, des grosses structures, c'est là où ça commence à devenir compliqué. Et en fait, je suis pas sûr que ça soit non plus la bonne idée d'essayer de faire un seul gros processus DevOps pour tout le monde. C'est même une mauvaise idée parce que si tu as 200 ou 300 personnes qui doivent évoluer tous ensemble, ça ne marchera pas. Voilà. Et d'où par contre l'équipe DevOps, comme elle commence à le devenir aujourd'hui en service IT for IT, le point de la sécu est hyper intéressant parce que moi c'est actuellement ce que je fais dans le client pour qui je bosse, c'est que les pipelines sont génériques pour toutes les équipes. Je dois avoir une dizaine d'équipes différentes, une vingtaine de projets qui utilisent les mêmes. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est leur rajouter des bâtons dans les roues en rajoutant des jobs d'analyse. C'est voilà, attention les gars, à partir de demain, toutes les failles critiques, ça passe plus. Par contre, tout ce qui est amélioration, du coup, ils le font. Ça veut dire qu'eux viennent me proposer des améliorations, voire le font sur leur projet. Et ils me disent, bah, viens voir, on a fait ça, c'est plutôt sympa. Par contre, moi, je vais soit j'accueille les nouveaux projets. Donc là, le côté DevOps, c'est toujours intéressant.
Mais sinon, je fais du maintien, quoi. Je fais du maintien. Par contre, le process complet, il est de bout en bout. Ça, il n'y a plus de problème. Mais parce que nous, on peut le faire, parce que la structure nous le permet, parce qu'on y a aussi gagné un intérêt. On a arrêté de mettre 6 mois pour délivrer un produit grâce à ça, quoi. Et du coup, justement, c'est sur quel type d'équipe que vous avez, vous avez pu mettre ça en place? C'est quoi les tailles d'entreprise et d'équipe? Alors, on l'a peut-être pas assez dit, on met jamais tout ce qu'on a dit là en place. Non, bien sûr. Non, mais vous avez travaillé sur voilà. des équipes de quelle taille, en gros? Alors, celui où j'ai été le plus loin, c'était une équipe il y avait un archi, un lead dev et il y avait 3 développeurs. Avec Scrum Master, il y avait 2 PO. Bref, pour le coup, on avait réussi par contre à avoir tout le monde autour de la table. Vraiment. Et l'infra et tout ça. Du coup, même si on avait une équipe de réal qui était de 5-6 personnes, au final, sur les points pour la définition des pipelines et tout ça, on était une bonne douzaine, voire une bonne quinzaine. Et c'était pour un comment ça s'appelle, un organisme public. Chose extrêmement rare dans le milieu du public. Mais même sur des équipes aussi petites, ça a un super intérêt. Et c'est là que tu peux aller loin parce que tu as tout le monde autour. Pour le coup, c'est un terrain de jeu. C'est un vrai bac à sable. Parce qu'en plus, t'as pas de. Les équipes sont assez petites pour que tout le monde se connaisse, tout le monde connaisse et qu'on puisse tous parler ensemble pendant une réunion aussi. Là, sur la mission sur laquelle je suis actuellement, comme je disais, j'ai des projets, je dois avoir une dizaine d'équipes en parallèle, une vingtaine de projets. Les équipes, elles vont de 3 personnes à 10 développeurs, quoi. Donc, tu vas pas à la même vitesse, tu mets pas forcément les mêmes choses en place. On parlait des points d'arrêt tout à l'heure sur les pipelines. Sur les petites équipes, tu n'en mets pas forcément autant, tu en mets peut-être un petit peu moins. Sur les plus grosses équipes, tu vas avoir des choses un peu plus restrictives. Donc voilà. Par contre, tu t'appuies toujours sur les mêmes outils. C'est toi qui viens aider l'équipe à ajuster leur pipeline. Ok, vous fonctionnez comment? Vous fonctionnez comme ça. On va voir comment on met les choses, les outils que nous on a, qu'on peut vous mettre à disposition, et comment vous allez pouvoir évoluer ensemble. Je rajouterais juste un petit truc là-dessus, et je confirme que les petites équipes c'est plus facile. Non, mais c'est parce que c'est lié. C'est qu'en plus dans les petites équipes, généralement on est habitué à faire un peu plus que son propre périmètre, en tout cas de ce qui est écrit dans le contrat. Ouais. C'est pas mon rôle, c'est pas. Dans les petites équipes, Non, on a c'est clair. l'habitude de faire un petit peu plus, et donc du coup de convaincre qu'on a intérêt à être plusieurs à savoir ces choses-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est genre vraiment, c'est du vécu d'avoir un gars qui dit genre ouais mais attends, ton code il est pas maintenable ou je sais pas quoi, mais c'est pas moi quoi, c'est pas moi de maintenir, genre ah oui mais attends, c'est tout. Mais c'est là aussi où le DevOps au sens échange de communication, il a son rôle. C'est pas, pour le coup, la problématique du contrat dont on parlait tout à l'heure, c'est ce côté-là. C'est le côté non, c'est pas moi, c'est lui. Et quand c'est le truc qui est au milieu, des fois ça coince un peu. Je dis pas que c'est ce que tu vis, hein. Attention. Moi, dans certaines structures où justement tu avais un espèce de contrat, d'ailleurs, qui était peut-être un peu trop tacite pour le coup, c'était le c'est pas moi, c'est lui, ça va 2 minutes, mais à un moment, il faut quand même que l'appli parte, quoi. Voilà. Il y a Sur mon poste. un quatrième cas que vous n'avez pas abordé, c'est le cas célibataire, le no-ops. En fait, on est en Syrie, on sait bien, on fait tout jusqu'au bout. Alors moi, ça, j'ai Le tendance NoOps, c'est comme le serverless. Moi, ça, C'est pareil. C'est ça. Tu veux qu'on fasse une conclusion sur le NoOps, on fait comment? Ouais, moi, le problème, c'est que ça, j'y crois pas. Pourquoi? Alors, moi, il se trouve que j'ai commencé les techno-cloud. Alors, désolé, pas chez OVH. J'ai commencé les techno-cloud en disant, ouais, comme ça, les devs, ils font tout. Alors, ouais, c'est cool, les devs, ils font tout jusqu'au déploiement. Ouais, mais en face, derrière, il y a des vraies problématiques d'ops. Tout ce qui est load balancing, j'en passe, et des meilleurs. C'est des trucs, on ne les connaît pas. Monitoring, alerting. Ouais, et du les coup, quand on se retrouve avec ça dans les mains, la charge, eh ben, on a beau avoir tous les outils pour le faire, si on ne sait pas qu'il faut le faire, ça reste un métier d'ops. Alors pour le coup, le métier d'ops évolue. Avec les composantes Ascode, tout ce qu'on disait tout à l'heure, il fait un peu plus de Git qu'il a pu faire avant, etc. Point hold, point back, ça commence à être voilà, un copy-off, voilà, ça commence à être un peu le passé, quoi. Mais le no-ops. C'était un troll, mais on l'entend quand même. Ah, bah oui. ouais. Et puis, alors, encore plus quand tu bosses sur du cloud. Hein. Non, mais les ops, ils servent à rien. Moi, le plan pas dit ça moi, comme le ça, plan tu vois, d'adressage IP, je vais lui laisser quand même, quoi. Ouais. Ça, on en voit dans des toutes petites structures. Moi, je bosse avec beaucoup de petites structures et des fois, c'est une équipe, genre des équipes de dev, une agence de dev, ils sont 5 devs et ils s'occupent de tout eux-mêmes.
il n'y en a aucun qui est Ops dans l'histoire, quoi. Ah, mais du coup, ils sont Ops en fait. Ah oui, mais non. Enfin, Ouais, Parce mais que. alors, par ce qu'ils font, oui, mais par contre, pas du tout par les connaissances ni les compétences. Donc, du coup, les gars, ils arrivent et genre, tu dis, mais ça tourne comment? Je sais pas. Tu utilises quoi comme version? Je sais pas. Ça tourne. C'est une chance que ça tourne. Et du coup. ça tombe en marche. Ouais, Ça exactement. tombe en marche. Et donc, du coup, quand ils t'appellent, genre, ouais, ça marche plus. Et t'as fait quoi? Je sais pas. Et t'avais fait quoi avant? Je sais pas. D'accord. Et Il gère la facture aussi. Dernière question, et après, comme ça, on continuera tranquille. Tu disais tout à l'heure que tu faisais la mutualisation des pipelines dans les projets. Ouais. Je vais faire du pénible. C'est quoi l'intérêt? Vraiment, de mutualiser, parce que chacun a ses spécifiques, et de mutualiser, en fait, la partie, je fais les fonctions que chacun réutilise pour agréger et faire son pipeline. dont vous parliez, ça, je suis à fond avec ça. La partie, je mutualise, c'est-à-dire je vais mettre un carcan où il faut qu'on rentre dans les boîtes aux différents endroits. Et ben ça, je trouve que ça bloque l'amélioration. Je suis d'accord. Sur le côté, ça bloque l'amélioration. Ça, c'est clair. Par contre, là où. Pourquoi est-ce qu'on a des pipelines qui sont prédéfinis? Alors, il y a certains projets où ils sont assez autonomes pour pouvoir se débrouiller tout seuls et ils viennent piocher dans les libs. Ça, je trouve ça vraiment. Ça, c'est l'idéal. Honnêtement, c'est l'idéal, même pour moi. Par contre, en fait, pourquoi est-ce que j'ai des pipelines qui sont prédéfinis avec des étapes bien précises à certains endroits? C'est que j'ai des contraintes qui viennent d'ailleurs. Des contraintes de sécurité, des contraintes de qualité de code. Pour tout ce qui est gestion de nettoyage d'Artifactory, tout ce qui va être le nommage des différentes, des différents artefacts, des différents livrables, en fait, ça, je ne peux pas le laisser passer à côté. Ça doit obligatoirement être implémenté par les équipes. Donc, je préfère autant leur dire, commencez avec un pipeline qui est prédéfini. Dedans, vous avez le respect de toutes les règles que nous, on impose. Derrière, si vous êtes autonome, de toute façon, pour ces règles et ces contraintes-là, nous, on a deux choses. Soit vous avez les pipelines prédéfinis, soit là, vous avez la documentation. Par contre, si vous le faites tout seul, la doc, elle est là, il faut que ça respecte ces éléments-là. C'est pour ça que j'ai la plupart du temps les pipelines qui sont utilisés. Et puis il y a la notion de petite équipe qui à la fois peut être plus itérative, capable de faire plus de choses, etc. Et d'un autre côté, dans les petites équipes, des fois ils disent bah non, moi le pipeline, j'ai pas le temps de m'en occuper. Ouais, c'est ça. Voire j'ai pas les compétences parce que. Mais, ouais, mais Voilà. aussi, enfin, ouais, Et donc d'avoir un template préfabriqué, comme disait Yann, qu'on peut donner en starter kit, hein, Oui, pas c'est un forcément. starter kit. Voilà. Ouais, c'est starter généralement. kit, parce que sinon, après, je trouve que C'est. ça freine parce que ah mais moi je voudrais rajouter cette étape là parce que. Alors, pour Et le coup, après, il y a les outils aussi qui peuvent nous aider. Typiquement, alors Jenkins, je sais plus si ça doit fonctionner, mais typiquement GitLab CI, tu as tes phases, tu peux venir en intercaler une autre. Puis tu intercales tes jobs. Et puis, mais voilà. tu vois, typiquement, l'approche qu'on a eue au niveau du développement de tout ça, parce que ça fait 2 ans que je suis dessus, donc je commence à avoir un petit peu de recul quand même sur tout ça, c'est qu'on a développé les jobs dans des bouts de lib, et en fait, les pipelines qu'on a développés, en fait, c'est un agrégat, on vient juste les organiser. Comme ça, moi, je les file aux équipes, je fais, voilà, vous avez les pipelines. Alors, du coup, après, c'est d'autres discussions techniques, mais les jobs, ils sont vraiment purs. Une analyse sonar a fait une analyse sonar. Dedans, je ne définis pas quand elle est déclenchée. Mes variables, elles sont vides. Voilà. Par contre, dans le pipeline que je définis, j'ai les rules. Pour le coup, c'est du GitLab CI, du coup, c'est des rules ou des needs qui viennent définir quand est-ce qu'ils doivent être déclenchés, mais je peux leur fournir ça. Par contre, derrière, s'ils veulent rajouter un job, ils peuvent. Ça peut être en exemple. Quoi. Ça peut être un exemple. Après, là, il est assez Exemple, bien starter avancé. kit, voilà. La plupart, même un petit projet, un truc avec une petite équipe de 2-3 personnes, on sait que c'est un projet qui va être assez court. Voilà, prenez le pipeline, il respecte toutes les règles. Vous voulez rajouter un truc, allez-y. Mais vous n'avez pas besoin. Vous pouvez faire juste avec ça. Je pense que ça permet aussi de mutualiser les bonnes pratiques parce qu'une bonne pratique que tu as découverte, comme tu disais, sur un projet, tu le remontes comme ça et là, personne n'en avait entendu parler avant, tu l'imposes entre guillemets à tout le monde en disant voilà, c'est une bonne pratique, tu peux la mettre en Moi, pas forcément une autre pour un autre projet. C'est là qu'arrive la gestion de version et la divergence. Mais c'est encore autre chose. Et l'open close. Ça va vachement répondre. Et l'open close. Et l'open close et tout ça. Après, les outils, ce qu'on a présenté sur la partie solide donne des techniques et des outils qui permettent de développer ces trucs génériques-là. Oui, peuvent t'aider. L'analyse
lorsqu'on stoppe l'enregistrement,